bonsoir à tous. Je suis évidemment très heureux de vous accueillir aussi nombreux et de faire une nouvelle fois salle comble. Bien évidemment, je remercie chaleureusement le cinéma Le Trèfle qui nous accueille dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Je dois excuser notre député Philippe Meyer, notre maire Laurent Furst, tous les deux en congé ou retenus par d'autres obligations. Je salue Martial Heller, adjoint au maire de Molsheim. Comme j'aime à le répéter, les deux piliers de notre association sont les publications et les conférences. Notre hors-série sur les procès de sorcellerie dans la région de Molsheim au XVIe et XVIIe siècle vient de sortir et je vous invite évidemment à l'acquérir. Il y a quelques mois, à l'acmé de la crise de la Covid-19, en réunion du comité, nous avions décidé de reprendre dès que possible nos cycles de conférences avec comme premier thème l'art de vivre en Alsace, afin de lutter autant que possible contre la morosité ambiante et la défiance qui tendait à s'installer. Le 24 septembre, Georges Bischoff, bien connu chez nous, très apprécié pour l'étendue de son savoir, son franc-parler, sa gouaille, nous a parlé gastronomie à l'époque de la Renaissance, l'époque de Rabelais et d'Erasme, où on a expérimenté un nouvel art de vivre en déculpabilisant la gourmandise et en exaltant les saveurs. Nous avons derrière nous un héritage extraordinaire qui consiste à bien manger, mais pas trop. Un patrimoine qui exalte les saveurs, les goûts, avec une originalité qui contribue à une ouverture d'esprit. Mais qu'est donc un repas sans boisson? Elles ont bien évidemment une place importante à table. Notre première idée était de parler simplement de la viticulture, notamment de la mutation en cours en Alsace avec le rôle grandissant des jeunes et la place prise par les femmes à travers une association qui s'appelle les Divines. Cela se fera ultérieurement. Pour parler de la boisson, il fallait donc trouver un autre humaniste, un autre épicurien amoureux de l'Alsace. Le médecin et l'amateur d'alsatique que je suis ont alors redécouvert le livre « Le buveur alsacien, petite histoire de l'art de boire entre Vosges et Rhin », écrit par Jean-Louis Schlinger en 2004. Ancien médecin nutritionniste à l'hôpital de Haute-Pierre et professeur honoraire à la faculté de médecine de Strasbourg, qu'est-ce que la nutrition? C'est la connaissance des aliments et leur destin. C'est une discipline qui a été créée en 1991 à la faculté de médecine de Strasbourg. Alors professeur de médecine interne, spécialisé en endocrinologie et diabétologie, M. Schlinger a été sollicité pour en assurer les cours. Il s'agissait aussi de sensibiliser les collègues médecins généralistes aux effets des modes alimentaires fantaisistes. Le livre, non, la création date de 91, je le rappelle. Il enseigne, M. Schlinger a pendant toute sa carrière enseigné une vision très tolérante de la nutrition. Selon lui, en bref, la nourriture doit être absorbée avec raison, avec des produits variés, de saison. L'alimentation permet de se nourrir, de se réjouir, de partager des moments de convivialité en famille et entre amis. Les écarts ne sont pas interdits, mais dans tous les cas, il est nécessaire de pratiquer une activité physique régulière. L'alcool alors. Si l'alcool est aussi un nutriment, il embarrasse toujours beaucoup les médecins et les nutritionnistes, car pris en excès, il peut déclencher l'ivresse et pris de façon chronique, il peut déclencher la cirrhose, la démence et bien d'autres maladies, notamment neurologiques. Il est donc redoutable et la tendance première est de l'interdire. Pourtant, il a une place considérable à table, dans le plaisir, dans la convivialité. Il fait partie des traditions culinaires et des consommations souvent ancestrales. C'est un vrai art de vivre. C'est un patrimoine, une spécificité, une partie de nos racines. En plus, chez nous, la place, le rôle et l'utilisation de chacun des alcools est différente. C'est l'objet de la conférence de ce soir. Pour en parler, nous accueillons le professeur de nutrition et l'historien, le professeur Jean-Louis Schlinger. Merci de l'applaudir. Je n'ai pas l'habitude de parler assis, alors je vais me lever. Bonsoir à tous, merci de m'avoir invité pour cette causerie.
Alors je ne suis pas historien, contrairement à ce que vous prétendiez. Je suis effectivement nutritionniste, ou j'ai été nutritionniste. Et si j'ai commis ces deux bouquins, c'est un peu par hasard, parce qu'effectivement j'aime bien ma région et parce que j'ai eu l'occasion, parce qu'on m'a sollicité justement pour faire des conférences sur l'alimentation en Alsace, sur la consommation d'alcool en Alsace, et donc je me suis dit pourquoi pas l'écrire, parce que en préparant ces conférences, je suis tombé sur des sommes extraordinaires de documents qui finalement n'avaient pas fait l'objet de publication depuis au moins 50 ans. La dernière, c'était un certain Spetz qui avait publié ça dans les années 1920, un truc comme ça. Donc, pourquoi pas. Alors ce soir, dans mon rôle de non-historien, devant les représentants de la Société d'Histoire de Molsheim, je vous propose de parler un petit peu, d'une part, du vignoble. Je pensais que c'était pas inintéressant de connaître l'histoire du vignoble alsacien, qui est particulier par rapport aux autres vignobles français. Et puis d'autre part, quand même, du buveur alsacien. Et puis aussi le fait que les consommateurs alsaciens sont des consommateurs, comme on dit, œcuméniques, c'est-à-dire qu'ils consomment de tout, contrairement à beaucoup d'autres régions en France ou d'Allemagne. C'est ou le vin ou la bière, c'est rarement les deux. Et l'Alsace a cette particularité d'être la seule région de France où on produit à la fois du vin et de la bière, une grande tradition brassicole, et la seule région de France où on boit à la fois du vin et de la bière, en sachant que ici la bière n'est pas forcément une boisson de soif, contrairement à ce qu'elle est souvent. C'est pas non plus une boisson de terrain de foot ou de mi-temps, ou d'après-match, mais c'est une boisson de table, au même titre que le vin. Alors, moi j'ai traduit ça en connaissant un petit peu les travers des Alsaciens par leur manière d'être incapables de se décider. Vous savez que les Alsaciens sont toujours un peu entre deux chaises, ils sont toujours en train de se poser des questions, les Hamsich-Color, vous connaissez ça. Et donc finalement, comme il y a à la fois l'opportunité du vin et l'opportunité de la bière, pourquoi pas les deux? Ça, c'est la grande particularité de notre région. Alors, le vin, bien sûr, est prééminent, parce qu'à l'origine, il y avait le vin, il y avait le vignoble. La culture de la vigne est toujours une culture assez particulière, on appelle ça une culture, la viticulture. En réalité, on se demande vraiment pourquoi, puisque c'est assez difficile. Très souvent, et notamment en Alsace, on cultive la vigne sur des collines, sur des pentes assez raides. La plus raide, la plus connue, c'est les coteaux du Ragen, par exemple à Thann. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette colline, c'est assez impressionnant. C'était tellement raide que finalement elle a été désaffectée. Ce n'est que depuis une quarantaine d'années maintenant que des grands viticulteurs, comme Sint-Dumbrecht par exemple, ont revitalisé les coteaux du Ragen pour en faire un vin d'excellence. Donc on peut se demander pourquoi se donner tant de mal pour obtenir une boisson qui finalement est assez peu nourricière. Le vin ne nourrit pas. Bien sûr, on peut dire qu'il y a des calories dans le vin, mais enfin, ce n'est pas une boisson nourricière du tout. Et pourtant, la vigne est quelque chose qui est extrêmement apprécié. Le jus de vigne est particulièrement apprécié un peu partout dans le monde, particulièrement en France. Et cette histoire débute en réalité avec la chrétienté. Puisque le vin a eu une connotation spirituelle tout à fait extraordinaire. Mais il faut savoir que le vin est né en réalité en Mésopotamie, l'Irak. On parle beaucoup d'Irak, malheureusement en mal d'ailleurs depuis quelques dizaines d'années. Eh bien, l'Irak, du côté de Bagdad, c'était le creuset de la viticulture. Cette viticulture a été reprise par les Grecs, avec plus ou moins de bonheur, et surtout par les Romains. Et si la vigne est arrivée en Alsace, eh bien, c'est grâce à l'invasion romaine. Quand Jules César a débarqué en 56 avant Jésus-Christ, avec ces légionnaires qui étaient stationnés à Narbonne, Narbonne qui est une grande région viticole, du mauvais vin, aujourd'hui ça va mieux, mais pendant très longtemps, vous savez bien que dans le Languedoc, c'était pas terrible, on faisait pisser la vigne, comme on disait. Eh bien, à l'époque, c'était une source extraordinaire de plaisir pour les légionnaires qui ont stationné pendant plusieurs années à Narbonne, et quand l'Arioviste, qui était le voisin germain qui venait un petit peu chatouiller les tribus alsaciennes et bourguignonnes, a commencé à vraiment énerver César. Il est venu avec sa 4e légion, tous ses légionnaires. Il s'est d'abord installé sur le plateau de Langres, puis ensuite il s'est installé à Argentoratum. Et on ne pouvait pas concevoir la vie de légionnaire sans vin. Et donc on emportait des amphores, des chariots hantés d'amphores pleines de vin qui venaient justement de la région de Narbonne.
il se trouvait qu'il y avait beaucoup de casse, que ces amphores se vidaient vite et qu'on avait du mal à les renouveler. Et c'est comme ça qu'a été implantée progressivement la vigne sur les coteaux, sur le piémont vosgien, près de Strasbourg, de façon à étancher la soif des légionnaires. Les Gaulois n'ont pas été insensibles, les habitants de cette région, qu'on appelait déjà les Gaulois, les Celtes, n'ont pas été insensibles au vin et ils se sont très vite acclimatés à cette boisson, alors qu'auparavant ils buvaient ce qu'on appelle ça la cervoise, hein. Ils buvaient une espèce de breuvage fait d'orge ou de blé fermenté, c'était pas vraiment de la bière, hein. Et c'était certainement pas très bon, c'était plutôt de la soupe. Eh bien, les Gaulois se sont pris d'affection pour le vin et ils ont très rapidement assimilé la technique de la viticulture et ils l'ont développée avec l'aide avec le conseil des viticulteurs narbonnais que les légionnaires avaient importé avec eux. Alors, ce vin a connu bien sûr des hauts et des bas. Pendant la période d'occupation romaine, ça se passait plutôt bien. Le vignoble alsacien s'est étendu assez largement jusqu'aux alentours de Guebwiller. Et puis ensuite, il y a eu les barbares qui sont arrivés, comme vous le savez, et puis les Romains ont été chassés, plus rien ne marchait, c'était la décadence absolue. Et ce n'est qu'avec l'arrivée des Francs, au VIe siècle, que ce qu'on appelle la francisation, que finalement le vin a repris des couleurs, sans mauvais jeu de mots, pour une bonne et simple raison, c'est que le vin était lié au culte du christianisme que les Francs apportaient à ce moment-là. Donc nos païens ont été convertis non seulement à la religion, au christianisme, mais ils ont en même temps été reconvertis à l'usage du vin. Et alors, cette revitalisation par les clercs, et les moines également, qui sont venus fonder un certain nombre d'abbayes dans la région. La plus connue, la plus importante de l'époque, c'était l'abbaye de Murbach, justement près de Guebwiller. Je ne sais pas si vous connaissez l'abbaye de Murbach, il reste plus que quelques murs, mais enfin ça vaut la peine d'être vu. Eh bien, ces abbayes qui étaient extrêmement importantes, qui étaient largement dotées de terres, de vignes, qui avaient une influence considérable. Par exemple, cette abbaye de Murbach avait des abbayes sœurs, par exemple l'abbaye de Saint-Gall en Suisse, qui est devenu un grand foyer culturel aux alentours du Xe siècle. Eh bien, ces abbayes ont développé cette viticulture. Les moines sont allés rechercher des techniques ailleurs dans le monde, notamment en Italie, puisque les Italiens étaient à l'époque au top de la viticulture. Le meilleur vin de l'époque, de cette période-là, le haut Moyen-Âge, était un vin qu'on appelait le vin de Falerne. Et si j'utilise ce terme, c'est parce que des chroniqueurs alsaciens, au IIe, Xe siècle, comparaient l'excellence du vin alsacien au vin de référence qui était le vin de Falerne. C'est-à-dire que ce vignoble, finalement, était devenu un vignoble de qualité. Et évidemment, la spiritualité attachée au vin y était pour quelque chose, mais en plus, le savoir-faire des viticulteurs était tout à fait conséquent. Alors, il faut savoir que les plus gros propriétaires de la région, c'était les évêques de Strasbourg, bien sûr, pendant très longtemps. Et ces évêques de Strasbourg étaient très amateurs de vin et ils tenaient justement à ce que cette viticulture prenne de l'ampleur. Et par exemple, vers le 8e siècle, vous voyez, on comptait 120 villages viticoles dans notre région, ce qui est assez considérable. Alors les villages, ce n'étaient pas des gros villages comme aujourd'hui, c'était quelques maisons, mais enfin, c'était quand même des gens qui s'adonnaient à cette culture. Et puis, quand on cultive le vin, comme le vin avait une certaine cote, eh bien, il y a eu tout un plein d'échanges qui sont organisés. Il y a eu un commerce extraordinaire de ce vin qui s'est mis en place. Et ce commerce a été véritablement un moteur économique avec des revenus extrêmement importants. Parce qu'à l'époque déjà, eh bien, le vin était taxé. Je me suis rendu compte que finalement ce vin qui est inutile en dehors du culte et qui est une boisson de plaisir, un breuvage même, comme vous le soulignez, qui conduit parfois à l'excès et à l'ivresse, eh bien on a taxé ce vin, on a appelé ça plus tard l'ulgel, c'était une espèce d'impôt. Et puis en plus de cela, ce vin est devenu un objet de commerce et de troc absolument extraordinaire qui a utilisé le couloir rhénan
pour s'exporter vers le nord. Et il y a une journée, hier, je crois, dans les DNA, on nous a parlé de la remise en route de la livraison des vins à l'ancienne douane par voie navigable. Je ne sais pas si vous avez vu, ça m'intéressait parce que, alors, à l'époque, le principal véhicule pour commercer, c'était l'Isle et le Rhin. Donc, à Sélestat, les 4 grandes communes qui faisaient le commerce du vin à l'époque, c'était Guévillers, qui est loin de l'Isle et loin du Rhin, Colmar, qui est proche de l'Isle, mais c'était assez peu navigable, Sélestat, qui est proche du Rhin et c'était navigable, et puis Strasbourg, qui avait à la fois l'Isle et le Rhin. Et donc, les barriques, il n'y avait pas de bouteilles à l'époque, les barriques de vin étaient chargées sur des chariots pour être ensuite placées sur des barges qui partaient vers le nord en suivant l'Isle et le Rhin. Et ce commerce était extraordinairement fructueux. Il a bien sûr fait la fortune des bourgeois des villes que j'ai citées, notamment Strasbourg, et il permettait de faire du troc. On allait livrer le vin aux Pays-Bas, des Pays-Bas, on allait livrer le vin jusqu'en Angleterre, au Danemark, par voie maritime, et les Colonnais, les habitants de Cologne, étaient des grands spécialistes de ce troc. Ils prenaient en charge le vin qui venait d'Alsace, et puis ils faisaient des échanges avec des tissus, diverses denrées relativement précieuses qu'on ramenait en Alsace. Le poisson également. Vous savez qu'en Alsace, il y a une grande tradition, le mangeur alsacien est un féru de poissons. L'Isle, le Rhin était particulièrement poissonneux, et dans les villes, il y avait toujours un marché aux poissons. À Strasbourg, par exemple, il y a toujours encore une rue du marché aux poissons. À Colmar, il y a également une place du marché aux poissons. Eh bien, il y avait à l'époque un grand commerce de poissons. Alors c'était le poisson du Rhin, c'est le poisson de l'Isle, mais c'était aussi beaucoup de poissons en cac, c'est-à-dire, vous savez, le hareng qui est commercialisé dans des espèces de petites caissettes en bois. Vous avez déjà vu ça, ça se faisait encore, ça se fait de moins en moins, mais ça se faisait encore il y a une trentaine d'années. Eh bien, ce poisson en cac était échangé, il venait de Hollande, et il était échangé contre le vin. Donc vous voyez que ce vin était devenu un instrument de richesse, d'échange, et il utilisait justement cette fameuse voie navigable qu'est le Rhin, avec un octroi, et bien un impôt sur le Rhin, mais chaque fois qu'on chargeait une barge avec des barriques de vin, eh bien on payait encore une fois un octroi à la ville de Strasbourg, par exemple, ou à Colmar, et ça se faisait à l'ancienne douane. À Colmar, vous avez toujours un bâtiment qui est la douane, l'octroi. À Strasbourg, vous avez toujours l'ancienne douane qui est maintenant un bistrot. Enfin, à l'époque, c'était l'endroit où vous transitez le vin. Et bien sûr, il fallait payer son dû. Entre Strasbourg, par exemple, et Cologne, il y avait une vingtaine d'octrois. C'est-à-dire que chaque seigneur, chaque possédant, prenait sa dîme sur le vin, donc le vin prenait de plus en plus de valeur quand il arrivait à destination. Et cet argent du vin était tellement considérable que c'est avec lui que l'on a financé la première construction de la cathédrale de Strasbourg. Sans l'argent du vin, sans la richesse apportée par l'argent du vin, il n'y aurait pas eu de cathédrale de Strasbourg au XIe siècle. Vous savez que la première cathédrale, c'était les premières, elle a brûlé très vite d'ailleurs après, les premières fondations de la cathédrale, c'était au XIe siècle, et puis ensuite elle a été construite pendant 4 siècles pour s'achever au milieu du XVe siècle, enfin première moitié du XVe siècle. Donc vous voyez que ce vin était une richesse. Et une telle richesse qu'au bout de quelques siècles, là, vous voyez, je vous ai situé le XIIIe et XIVe siècle, le vignoble est devenu un vignoble d'excellence, un vignoble de référence, et tout le monde veut avoir sa part du vin. Alors, il y a ceux qui le boivent, bien sûr, on en parlera tout à l'heure, mais il y a aussi ceux qui en font le commerce. Et il y avait une telle soif de vin, un tel souci d'enrichissement par le vin, que les grands seigneurs, les hommes d'église, les bourgeois des villes, eh bien, se sont mis à accaparer le vignoble qui était cultivé par des viticulteurs, bien sûr, mais qui n'en voyaient pas la couleur, ou presque. Ils vivaient dans des conditions qui n'étaient pas très florissantes, contrairement à maintenant. Et
À ce moment-là, vous voyez, il y avait 350 villages viticoles, ce qui est assez considérable dans notre petite région, recouvrant pratiquement le même territoire que le territoire actuel, c'est-à-dire allant de Thann jusqu'à Marlenheim globalement, et puis reprenant à nouveau du côté de Wissembourg. C'était déjà comme ça à l'époque. Et alors on s'intéressait cette fois-ci à la qualité du vin. Avant c'était le vin, bon d'accord, l'alcool autrement dit. Mais là on s'intéressait à la qualité du vin et on était attentif au cépage. Alors il faut savoir qu'on distinguait ce qu'on appelait le vin noble, qui était un vin de cépage à faible rendement, relativement faible rendement, le vin normal, je dirais, et puis le vin ordinaire, celui qui était destiné au peuple, qui était destiné aux viticulteurs aussi, qu'on appelait d'ailleurs le Honig. Et tous ces vins étaient consommés à partir du tonneau. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de bouteille. Mais par contre, il y avait des verres à vin qui avaient été inventés, qu'on appelle les remers, je ne sais pas si vous connaissez ça. Hein. C'était des verres à vin qui étaient des vins, en fait, c'était des verres à vin qui n'avaient pas été mis au point en Alsace, mais qui ont été mis au point en Rhénanie et qui sont venus s'installer ici. Donc le verre était spécifique, mais on allait en général boire en tirant du tonneau. Les cépages, on a vraiment des noms de cépages qu'à partir du XVe siècle. À partir du XVe siècle, on parle de Riesling, on parle de Muscat, on parle également de Traminer. Le Traminer, c'est un vin qui a pratiquement disparu aujourd'hui, qui existe encore du côté de Wissembourg, hein, du côté de Roth et de Wissembourg, dans le Grand Nord. Et on parle beaucoup du Klevner, qui aujourd'hui est tout à fait limité à Heiligenstein, je crois, hein, la région de Barbe. Enfin, c'est très confidentiel. Il y a du vin rouge, mais on n'en parle pas. On parlera plus tard du vin rouge. Et le vin le plus commun, c'est bien sûr ce qu'on appelle le Burgunder, qui est réservé au peuple. Alors, qui dit viticulteur dit travaux de la vigne. Alors, ces travaux de la vigne ont été très rapidement réglementés parce qu'il y a eu, bien sûr, des abus. Les gens faisaient du trafic. À partir du moment où quelque chose rapporte de l'argent, on essaye d'éviter les circuits, on essaye d'éviter l'impôt, on essaye d'éviter l'octroi. Et donc, très très vite, il y a eu des réglementations qui ont été mises en place par les évêques de Strasbourg, par exemple, et par d'autres encore. Et il y a eu surtout une espèce d'autorégulation qui s'est faite par la création des corporations. Alors ça, c'est assez typique du XIIIe siècle à peu près, et jusqu'au XVIe siècle. Les corporations de métiers, vous connaissez aujourd'hui encore les corporations de métiers, eh bien ces corporations de métiers avaient pour raison d'être, d'une part, de défendre les intérêts d'une profession, et d'autre part, de réguler cette profession. Et la corporation la plus importante de toutes les corporations de métiers à l'époque, c'était précisément la corporation des vignerons. Ce sont eux qui étaient les plus puissants et qui se sont installés dans une quinzaine de villes d'Alsace, donc une quinzaine de corporations, et qui ont apporté une richesse extraordinaire à ces villes, à tel point que ces villes se sont autonomisées, dans le cadre notamment de la décapole. Hein. La plupart des villes de la décapole sont des villes qui sont viticoles. Vous avez près de vous Berner, Rosheim, qu'est-ce qu'il y a encore proche d'ici, enfin, Kaisersberg, c'est plus loin. Mais ce sont des villes qui étaient tellement riches qu'elles ont réussi à s'affranchir des seigneurs et qu'elles ont construit elles-mêmes des remparts contre les seigneurs qui les protégeaient auparavant et qui s'en mettaient plein les poches, justement en taxant tout ce qui passait autour d'eux. Donc ces villes se sont affranchies, elles se sont mises sous la protection de l'empereur du Saint-Empire germanique, et elles ont été protégées avec une espèce de gouverneur qui était Agno d'ailleurs. Hein. Et ces villes vivaient pratiquement en autarcie, sous la protection de l'empereur, échappant au seigneur du coin, qui en général était animé de mauvaises intentions, puisque le seigneur du coin il cherchait juste à récupérer le plus possible d'argent et à créer des malheureux tout autour de lui. Alors à l'époque, juste pour ceux qui connaissent un peu la viticulture, sachez qu'à l'époque on cultivait en quenouille ou en échalas. Hein, la vigne était cultivée autour d'un poteau, et chaque cep était autour de ce poteau et était ficelé autour de cela, ce qu'on appelle les quenouilles.
ou encore en arceau, avec une espèce de treillis. Ça, c'était surtout le fait du côté de Wissembourg, alors qu'aujourd'hui, vous savez, c'est du palissage sur les fils de fer, c'est pas du tout la même technique. Mais ce système de quenouille a perduré jusqu'au 19e siècle. Donc, ces viticulteurs ont réussi à profiter, par le biais des corporations, d'une certaine aubaine. Ils se sont finalement enrichis, ils se sont un peu embourgeoisés, ils travaillaient dur, évidemment. Ici, vous avez, par exemple, sur la... Je n'ai pas de flèche. Ici, vous avez, par exemple... je ne sais pas si vous voyez la flèche ici. Vous avez, par exemple, ici, l'affiche d'une corporation. Et ici, en bas, là, à droite, vous avez l'ancienne douane, telle qu'elle se présentait au XVe siècle, avec, vous voyez, ces bateaux qui circulent sur l'île. Vous avez les ponts couverts au fond, là, vous voyez. Et là, vous avez une barge avec des tonneaux. Et là, vous avez toutes ces autres barges qui sont prêtes à être chargées de tonneaux qui attendent ici. Et c'était un commerce, comme je le disais, extrêmement fructueux. Alors, sachez que, c'est pas ce que je voulais faire, sachez qu'à l'époque, on produisait environ 1 million d'hectolitres de vin dans notre région. C'est-à-dire autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les très bonnes années, c'est 1,2 million. Mais actuellement, où il y a de mauvaises années, cette année, il y en aura moins d'1 million. Il y en aura certainement 800 000 hectolitres. En 2019 et en 2020, on était à 1 million d'hectolitres. Eh bien, au XVe siècle, on était déjà à 1 million d'hectolitres. Et quand on prend les livres de compte, par exemple, à Colmar, il y avait 100 000 hectolitres qui étaient frappés par l'Ungel, qui étaient frappés par l'octroi, et qui, bien sûr, enrichissaient la ville de façon considérable. C'est pas par hasard si Colmar était une ville d'artistes, par exemple. Parce qu'il y avait beaucoup de bourgeois qui... Vous savez que les artistes ont toujours été très... Comment dire, très gourmands. Les portraits qu'ils faisaient coûtaient fort cher à l'époque. Aujourd'hui encore, vous savez bien, les toiles de maître sont extrêmement chères. Je trouve même que c'est trop cher parfois, que c'est surestimé. Mais à l'époque, c'était déjà le cas. Donc il fallait qu'il y ait un public capable de payer ces artistes pour les attirer. Et Colmar était un foyer, plus que Strasbourg, un foyer d'artistes absolument extraordinaire au XVe siècle, grâce, encore une fois, au vin. Alors, à l'époque, les chroniqueurs nous apprennent que le vin d'Alsace était considéré comme le meilleur de tous, qu'il était digne de la table des princes et des rois. Et c'est pour ça que c'était devenu un objet spéculatif tout à fait étonnant. Voilà. Alors, cette excellence du vignoble alsacien va durer quelques siècles. Globalement, jusqu'à la Révolution, c'est qu'à la Révolution française, un tas de choses se sont arrêtées. Il faut savoir qu'avant la Révolution, déjà, le vignoble alsacien avait un peu fléchi pour une raison extrêmement simple. C'est que pendant des siècles, le vignoble alsacien était situé le plus au sud du monde septentrional. Et brutalement, quand les Français sont arrivés en 1648 et surtout en 1680, brutalement, le vignoble alsacien se retrouve à être le plus au nord des vignobles français. Et donc il intéresse moins. Parce qu'il faut quand même dire que ces vins, dont tout le monde dit qu'ils étaient excellents, étaient quand même des vins qui étaient assez acides. C'était pas du vinaigre, bien sûr, enfin c'était des vins qui étaient... il fallait avoir des palais assez costauds. Mais c'était un goût qu'on aimait à l'époque. À l'époque, je pense que Bischoff a dû vous le dire, à l'époque on aimait le verjus. Les sauces au verjus. Le verjus, c'est quelque chose qui est acide, c'est quelque chose qui râpe, c'est quelque chose qui ne nous plaît plus du tout aujourd'hui. Et donc ces vins étaient quand même appréciés. Mais parfois, quand ils étaient trop appréciés, je le dirai peut-être tout à l'heure, quand ils étaient pas trop appréciés, trop acides, eh bien on frelatait ces vins et on mettait des substances pour les adoucir. Alors les bons vins n'avaient pas besoin d'être adoucis. Et il y a eu comme ça des vins qui se sont très bien défendus malgré l'arrivée des Français qui goûtaient peu ces vins. Ils conservaient leur clientèle nordique, les pays scandinaves, je citais le Danemark tout à l'heure, l'Angleterre, l'Allemagne un peu, pas beaucoup, et surtout la Hollande. Eh bien tous ces pays-là appréciaient beaucoup ce vin et ont continué à apprécier ce vin en snobant bien sûr les autres vins français. Alors qu'en France, on n'a jamais apprécié le vin alsacien, qui ne correspondait pas au goût français. Donc ce vin, finalement, va évoluer, et c'est vers le XVe siècle, XVIe siècle, XVIIe siècle,
que vont être introduits progressivement des cépages que vous connaissez. Par exemple, le Tokay, qui n'a plus le droit de s'appeler comme ça, le Pinot Gris, eh bien, c'est un Pinot qui a été introduit au XVIIIe siècle. Vous avez le Riesling, par exemple, puisqu'on est à Molsheim ici, presque à Molsheim, dans l'annexe de Molsheim, hein. Vous êtes à Molsheim. Par exemple, le Riesling est mentionné à Molsheim en 1770. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de montée en gamme vers des cépages de qualité que l'on ne connaissait pas 2 siècles avant. Il y a comme ça des vins qui sont connus. Les vins rouges existent également. Le vin rouge d'Autrotte, que vous connaissez certainement, c'est une spécificité qui date de cette période et qui a perduré par la suite, qui a disparu un certain temps et puis qui est revenu. Parce qu'il faut bien vous dire que le vin n'est pas un long fleuve tranquille, hein. Il y a eu des hauts et des bas, je vais en parler tout de suite. Toujours est-il que jusqu'à la Révolution, on considère que c'est un vin d'excellence, sauf pour les Français. Alors, je vous ai parlé des vins nobles, mais il n'y a pas que les vins nobles, il y a aussi les vins courants. Et ces vins courants étaient bien sûr l'essentiel de la production, puisque c'était le vin du peuple. Et le peuple réclamait son vin à corps et à cri, il fallait absolument qu'il ait son vin, à tel point que on frelatait le vin, c'est-à-dire qu'on le trafiquait pour qu'il y en ait davantage, on le mouillait, hein, c'est une pratique qui se fait encore aujourd'hui malheureusement, on le coupait avec d'autres vins, alors c'est pas encore le vin d'Algérie comme dans les années 50 hein, ou dans les années 1920 en France, mais on coupait le vin de façon à lui donner un aspect un peu différent qu'il avait. On mettait du sucre quand il était vraiment trop acide. On mettait même des choses absolument répréhensibles, mais qui n'ont pas complètement disparu, qui se pratiquent encore dans les pays de l'Est aujourd'hui. On mettait par exemple de la litharge pour adoucir le vin. La litharge, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est un produit chimique qui n'est autre que l'oxyde de plomb. Et vous savez que le plomb est plutôt un toxique redoutable. Eh bien, on utilisait à l'époque de la litharge. Alors pour que le vin ne soit pas trop folâté, le vin servi par les aubergistes qui faisaient tout, ou dans des cabarets, qui faisaient tout pour que les tonneaux échappent au contrôle et à l'impôt, eh bien on a créé, très tôt d'ailleurs, dès le 10e, 11e siècle, on a créé des nouveaux métiers qu'on a appelés les gourmets. Alors les gourmets, en Alsacien, c'était les Weinsticher. C'était des personnages, des employés municipaux qui étaient assermentés et dont la mission était de contrôler la qualité du vin. Et puis ensuite, ces missions s'est étendue, comme il y a eu des processus d'accaparement du vin pour des enrichissements parallèles, eh bien on a imposé que tout commerce du vin passe par ces personnages assermentés qui décidaient si on pouvait acheter ce vin ou pas, s'il était propre à la consommation ou pas. Alors évidemment, ils faisaient des descentes dans les caves des cabarets et des auberges pour vérifier la qualité du vin, mais le patron de ces auberges s'arrangeait pour avoir un tonneau de bon vin et plusieurs tonneaux de mauvais vin dissimulés, et c'est bien sûr le mauvais vin qu'il distribuait, qu'il vendait à ses convives. Alors ce vin a tellement de succès, une telle demande, que finalement, les paysans, les vrais paysans, pas les viticulteurs, se mettent à cultiver la vigne dans les plaines. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, le vignoble s'étend, le vignoble alsacien. Quand vous passez du côté de Colmar, à l'entrée de Colmar, par exemple, vous avez des quantités de vignobles dans la plaine, alors vraiment plein, il n'y a pas aucune exposition de coteaux. Hein. Alors je sais bien, on en fait du crément, hein, enfin quand même. Toujours est-il qu'à l'époque, chaque paysan, la plupart des paysans, avaient à cœur de cultiver une vigne. Alors c'était souvent une treille, c'était parfois quelques ceps, mais de façon à satisfaire leur consommation personnelle. Et ce vin était bien sûr un vin qui n'avait aucune qualité. Il était non seulement, les cépages étaient des cépages ordinaires, mais en plus de cela, les paysans ne savaient pas faire le vin. Ils foulaient le vin de façon, enfin les raisins de façon grossière, la fermentation était tout à fait artisanale, et ce vin était absolument épouvantable, mais il suffisait à leur consommation. Et certains paysans ont trouvé un débouché qui a permis de contourner le bon vin. Et ce débouché, ça a été notamment au XVIIIe siècle et surtout au début du XIXe siècle, lorsqu'il y avait les campagnes napoléoniennes, ça a été la troupe, les militaires. Il y a beaucoup de militaires qui stationnaient en Alsace, ils étaient comme il se doit assoiffés, et comme il se doit, eh bien,
il fallait que le vin soit le plus bon marché possible, le moins cher possible. Et donc on s'est mis à cultiver ces vignes en plaine par des gens qui n'étaient pas des viticulteurs, qui faisaient, comme je le disais tout à l'heure, pisser la vigne, c'est-à-dire avoir le plus de vin possible, qui mouillaient le vin pour le distribuer aux troupes. Et vous savez que, comme je l'ai marqué ici, les armées ne se battent jamais aussi bien que le ventre rempli de vin. Et Napoléon, dans ses campagnes jusqu'en Russie, emportait justement des barriques pleines de vin pour le moral de ses troupes. Et il a tout perdu, bien sûr. Dans la retraite de Russie, par exemple, c'était pas seulement la Bérésina, mais surtout, il avait même plus de vin. Alors vous imaginez l'état moral de ses troupes. Toujours est-il que, actuellement, on cultive à peu près 9 500 hectares de vignes. Vers les années 1815, on cultivait 30 000 hectares de vignes en Alsace. Donc vous voyez que ce vignoble avait prospéré, mais pas en qualité. Sauf que, après 1815, là encore une fois, patatras, il n'y a plus de militaires, la restauration n'a plus besoin de troupes, donc les paysans n'ont plus de débouchés, et ils sont ruinés, et certains viticulteurs aussi. Et à ce moment-là, comme par hasard, naît la grande industrie. Vous savez qu'à Mulhouse, les manufactures de textiles sont nées vers les années 1760-1770, mais surtout le développement de villes comme Mulhouse, Guebwiller, un peu Colmar, pas Strasbourg, ces villes se sont industrialisées à outrance, à marche forcée. On disait par exemple que Mulhouse était le Manchester français, et donc il a fallu une main-d'œuvre fabuleuse. Alors cette main-d'œuvre venait d'où? Elle venait des campagnes. Je prends une ville comme Mulhouse, je suis mulhousien, donc je parle beaucoup de Mulhouse, mais d'origine, rassurez-vous. Et donc, nul n'est parfait, vous avez raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Mulhouse, en 1800-1805, quand elle est passée à la France, puisqu'avant elle était un peu suisse, eh bien Mulhouse avait 6 000 habitants. 100 ans plus tard, elle avait 110 000 habitants. Alors ça a été dû à l'essor de l'industrie textile qui était absolument extraordinaire et qui a asséché les campagnes. Aujourd'hui encore, il y a des tas de gens de Molsheim qui vont travailler à Strasbourg, qui vont travailler à la ville, mais ils reviennent coucher chez eux le soir. Il y a des tas de gens qui font la navette. À l'époque, quand vous quittiez la terre, quand vous quittiez la campagne, que ce soit la campagne viticole ou la campagne traditionnelle d'élevage ou d'agriculture, eh bien vous ne pouviez plus revenir. Et au contraire, on était content parce que il y avait une surpopulation, il y avait une grosse mortalité infantile, mais il y avait quand même une surpopulation dans les fermes, et il n'y avait qu'un seul qui pouvait prendre la succession. Et donc, ça arrangeait tout le monde. Sauf que les gens qui quittaient leurs attaches campagnardes, eh bien, tombaient dans une espèce de paupérisme extraordinaire, tombaient dans des taudis dans les villes, on les attendait pour travailler, mais pas pour les nourrir et pas pour les héberger. Et donc c'était des espèces d'immigrés, je dirais, pour prendre une expression d'aujourd'hui. Ils tombaient là-dedans comme un cheveu sur la soupe. Et c'était vraiment très très malheureux. Ils étaient très très malheureux. Et d'autre côté, ils n'avaient plus d'argent. Ils n'avaient plus d'argent et finalement, tout le monde y perdait, y compris les viticulteurs. Après cette période sombre, dont je reparlerai quand je parlerai des buveurs, et bien après cette période sombre, le vignoble a plongé, un peu dans le désintérêt total. Les Français ne s'y intéressaient plus. Le commerce avec les pays du Nord a été interrompu. Et puis l'Alsace a été annexée. À ce moment-là, on pensait que ça y est, ça va redémarrer, puisque du temps avant les Français, le vignoble alsacien était apprécié par les gens du Nord. Eh bien non, pas du tout, parce qu'il y a aussi les viticulteurs rhénans, allemands. Et les viticulteurs allemands ont tout fait pour empêcher la viticulture alsacienne de se développer. Et ce qui fait que il y a eu des tas de malheurs en plus, il y a eu des méventes, c'était en raison de concurrence entre les différents viticulteurs allemands et alsaciens. Et puis il y a eu, vous savez bien, ces grandes catastrophes du phylloxéra, du mildiou et d'autres maladies encore qui se sont abattues sur tous les vignobles français, y compris le vignoble alsacien, et aussi après l'annexion. Et ces vignes, c'était catastrophique, puisque les rendements ont diminué de 90%. La plupart des ceps ont desséché sur place.
Et à tel point que les Allemands ont profité de l'aubaine pour décider qu'il fallait arracher les vignes. Alors, du coup, ça a été assez difficile. Et les viticulteurs se sont rebellés, se sont défendus. Ils ont créé des organisations de défense de la profession qui, ma foi, ont été assez comment dire, bienvenues, puisqu'ils ont créé, par exemple, la bourse au vin de Colmar. Ils ont créé des enseignements techniques pour apprendre à faire face aux grandes catastrophes. Ils ont créé de nouvelles techniques de viticulture. Le système de palissage, dont vous avez parlé tout à l'heure, est né à ce moment-là. Et puis, d'autre part, ces vins qui étaient la portion congrue, qui étaient encore des vins de qualité, avaient beaucoup perdu de leur qualité. On a tout arraché, et on a recommencé à zéro, et on a planté ce qu'on appelle des hybrides. Alors, un certain nombre de ces hybrides sont venus des États-Unis, et ont permis d'avoir des rendements absolument extraordinaires, mais c'était un vin qui n'avait absolument aucune qualité. Et à côté de ça, eh bien, vous avez les purs et les durs qui essaient de sauver les cépages qui avaient été sinistrés par le phylloxéra, entre autres, et qui ont replanté ces cépages et qui ont redonné de nouveau des vins de qualité. Et donc vous aviez à l'époque un vignoble, jusqu'en 1918, jusqu'après la guerre, un vignoble qui a été boiteux, avec quelques vins de qualité, très peu, et surtout des vins qui étaient vraiment des vins très, très, très ordinaires. Alors la France dans tout ça, eh bien la France dans tout ça négligeait complètement les vins alsaciens. Il n'y avait pratiquement aucun débouché, et les Allemands faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher justement l'exportation de ces vins. Donc vous voyez que ces vins étaient, ce vignoble était à cette époque-là assez sinistré, mais il a rebondi après la guerre, après la Grande Guerre, après 1918, avec de nouveau un encépagement traditionnel, avec des cépages de qualité, avec une profession qui s'est musclée, avec notamment la création de la foire au vin de Colmar, qui existe toujours, avec la création de particularismes, de façon à ce qu'on reconnaisse les vins d'Alsace, et la création de la flûte, vous savez, ces bouteilles très particulières qui datent de ce moment-là. Il n'y a plus de vin en tonneau, c'est des vins en bouteille. Et puis, on reprend le commerce. La France boude toujours les vins blancs d'Alsace. Vous savez que la France est très friande de crustacés, par exemple, les huîtres, les Parisiens en particulier, ils adorent le vin blanc avec les huîtres, mais pas de vin blanc d'Alsace. Il y a quelques rares viticulteurs comme Dopf à Riquewihr, par exemple, qui étaient parvenus à pénétrer quelques bonnes adresses parisiennes. Mais les vins, c'était du Muscadet, c'était des vins de Loire, c'était du Sancerre, c'était tout sauf du vin d'Alsace qui n'arrivait pas à s'implanter à Paris. Et aujourd'hui encore, c'est assez difficile quand vous allez dans les grandes tables parisiennes, enfin les grandes tables, moi je ne suis pas dans les grandes tables, je suis dans les moyennes tables parisiennes, eh bien il est rare de trouver du vin d'Alsace sur la carte, ou alors de façon très confidentielle. Et donc, après la guerre de 40, en 1945, la profession s'est encore davantage serré les coudes, et ils ont eu la bonne idée de créer ce qu'on appelle des AOC, l'appellation d'origine contrôlée. Aujourd'hui, c'est l'appellation d'origine protégée, les AOP. Mais c'était une manière de distinguer des vins de qualité. Et puis en 1971, ils ont renforcé ces mesures en créant des grands crus et en interdisant certains cépages ou certains vignerons d'utiliser ce qualificatif de grand cru. Alors, certains vignerons n'ont pas demandé à être présents. Moi, j'ai mon viticulteur, qui est un bon viticulteur, mais qu'on n'aime pas beaucoup parce que c'est du vin un peu sucré, c'est Rolly Gassman, je peux le citer, n'a pas demandé à avoir un grand cru à l'époque. Ça lui a porté préjudice, il a demandé plus tard. Et les gens n'avaient pas compris. Et puis, pour améliorer encore l'intérêt pour ce vin, on a créé les vendanges tardives et les grains nobles. Alors ces vendanges tardives que vous connaissez certainement, hein, avec le Böstrich, et puis les grains nobles que l'on cultive très tard, que l'on récolte très tard, que l'on vendange très tard dans l'année, eh bien, ont donné un coup de pouce supplémentaire à la qualité et à l'image du vin d'Alsace, mais qui n'est pas très apprécié localement, parce qu'on trouve que franchement, le vin perd tout son charme
tout son intérêt de cette façon-là. Ce n'est plus du vin d'Alsace, c'est du vin sucré, c'est du vin liquoreux, c'est du vin particulier, mais ça n'est plus le vin qui répond aux critères du vin d'Alsace. Alors, après avoir parlé du vignoble, elle va vous montrer les vagues successives de succès et de difficultés. Eh bien, je voulais vous parler un petit peu des buveurs. Je ne sais pas quelle heure il est, je suis toujours assez bavard et je vais quand même essayer de... Ah, ça va encore. Donc, je vais vous parler des buveurs. Alors, il faut savoir qu'en Alsace, Bischoff vous l'a certainement dit, eh bien, on se porte bien. On a un bon appétit, on aime les choses de la chair, la bonne chair, j'attends, chair c'est autre chose, la bonne chair, on aime bien boire, et chacun, on boit souvent sans soif, et on adore par-dessus tout le plaisir d'être à table. Les paysans, par exemple, au Moyen-Âge, étaient des gens qui étaient, dont tout le superflu était ramassé par le seigneur du coin. Il n'y avait pas grand-chose pour vivre. Néanmoins, ils arrivaient à faire des fêtes extraordinaires dont on a des traces dans les chroniques aujourd'hui encore. Et c'était tellement vrai que des gens comme Sébastien Brandt, je ne sais pas si vous connaissez La Nef des Fous qu'il a écrit, un narratif, eh bien, Sébastien Brandt, dans sa Nef des Fous, en 1494, écrivait, vous l'avez ici, « Ils passent leur temps à se remplir la panse et à gonfler leur ventre comme un simple tuyau, à vider les tonneaux, à croire que la vie a été donnée pour causer chaque jour plus de mal que le gel. Celui qui fait cela raccourcit sa vie et appelle à sa fin. » Ça, c'était Sébastien Brandt qui mettait en garde ses compatriotes contre les excès de table et les excès de boisson. Il y avait aussi le fameux prédicateur Gaillard de Kaisersberg qui tensait du haut de la chaire de la cathédrale le comportement de ses contemporains, et notamment des clercs, parce que les clercs, les chanoines de la cathédrale, par exemple, vous savez que les messes autrefois duraient 3 heures, 4 heures, hein, et donc dans les bas-côtés de la nef, il y avait des gens qui banquetaient, hein, qui mangeaient, qui buvaient. Tout autour de la cathédrale, par exemple, il y avait des échoppes. Et donc les gens quittaient la messe pour aller acheter de quoi boire et manger à l'échoppe, et ils revenaient dans la cathédrale, et en se cachant un peu, ils banquetaient au vu et au su de tous ou presque. Et on avait à l'époque ce besoin de manger. Là, vous avez Gaillard de Kaisersberg dans sa chair. Hein. Et au-dessus, là, vous avez une image de La Nef des Fous, pas de Sébastien Brandt, mais de Jérôme Bosch. Et donc, ces buveurs, en réalité, sont extrêmement différents, sont multiples. Hein. Il y a différentes classes sociales et il y a différentes façons de boire. Alors, par exemple, il y a le buveur des champs, donc les paysans dont je parlais. Eh bien, les paysans, ils buvaient bien sûr du vin, essentiellement du vin, qui était une piquette, comme on dit aujourd'hui, une piquette infâme, qui devait être titrée 5 ou 6 degrés, hein, ou 7 degrés. Ils en buvaient 2 à 3 litres par jour. Et souvent, c'était, comme je le disais, le vin qu'ils cultivaient eux-mêmes à partir de plants hybrides. C'est que vers la fin du Moyen-Âge, que le vin devient plus abondant, le vrai vin devient plus abondant, qu'il entre dans l'ordinaire, et le vin devient cette fois-ci une boisson recherchée à la fois pour son goût, mais aussi parce qu'elle donne des forces, elle permet de faire les travaux difficiles que demande la terre. Dans les villes, on boit aussi, on boit beaucoup. Le petit peuple, comme on disait, mais aussi les artisans, ceux des corporations, les bourgeois, tous ces gens boivent beaucoup, mais chacun à leur manière. Et la manière de boire permet de distinguer les classes sociales. Par exemple, les bourgeois avaient des rites, ils ne buvaient d'abord que du vin noble, ils avaient des rites de boisson, et l'un des rites qui était assez amusant, par exemple, c'est le Schlaftrunk. Avant d'aller se coucher, on allait boire pour dormir, mais du bon. Moi, j'ai vu beaucoup d'alcooliques dans ma vie, hein, et je leur faisais parfois la morale, ils me disaient « Docteur, je ne bois que du bon ». D'accord? Ça n'empêchait pas que... Enfin bref, toujours est-il que les bourgeois n'achetaient que du vin qui avait été contrôlé par ces fameux gourmets, ces fameux Weissticher, alors que le menu peuple buvait du vin très souvent frelaté, et il était prompt à commettre des débordements. Ça donnait à l'ivresse, c'était bien connu, mais ils étaient tellement attachés au vin
que de la même manière qu'à Strasbourg ou à Colmar, il y avait un grenier municipal pour subvenir aux besoins des nécessiteux, et puis quand les récoltes étaient un petit peu mauvaises, un peu médiocres, et qu'il y avait un renchérissement du prix du pain, eh bien, le gouvernement, l'Amtsmeister à Strasbourg, distribuait du grain de façon à éviter la révolte. De la même manière, il y avait un cellier municipal tenu par un cellérier. Ce cellier municipal, eh bien, c'était une espèce de hangar où on entassait des tonneaux et on distribuait ce vin aux nécessiteux, aux pauvres, de façon, là encore une fois, à éviter toute révolte, toute émeute. Et quand les récoltes étaient vraiment très mauvaises, eh bien, il fallait rationner cette distribution. Et alors à Strasbourg, il y a un épisode assez pittoresque, c'est que le rationnement était tel qu'il a fallu limiter la dotation de vin aux femmes enceintes. Aujourd'hui, vous savez, quand on fait une campagne effrénée pour que les femmes enceintes ne boivent pas une goutte d'alcool, pas une larme d'alcool, eh bien à l'époque, on privilégiait les femmes enceintes en leur distribuant du vin, alors que les autres étaient privés. Ce qui fait qu'il y a eu, comme aujourd'hui avec le Covid, des quantités de faux certificats de grossesse, et il y a eu beaucoup plus de grossesses prévues que d'accouchements réels. C'était une manière de contourner le règlement. Si vous pouvez montrer combien on était tout à fait attaché à ce breuvage, à tel point que l'Amtsmeister, dans sa haute intelligence, s'est dit il faut leur trouver autre chose que le vin, parce que les vendanges ne sont pas toujours bonnes. Vous savez qu'il y a les bonnes années, les mauvaises années, il y a des années où il n'y a pratiquement rien, en fonction des aléas climatiques. Eh bien, si on leur donnait à se mettre sous la dent un autre breuvage, et c'est comme ça qu'est née la bière, qu'est apparue la bière en Alsace. La bière en tant que boisson vraiment de table. On ne savait pas faire la bière, on savait faire la bière, mais pas bien, elle était pas bonne, et c'était pas de la bière parce qu'il n'y avait pas de houblon. Donc on a fait venir des gens de Francfort, qui étaient des brasseurs émérites, pour apprendre à faire la bière et aider à étancher la soif des ouvriers. Alors il y avait aussi l'hôpital. On buvait beaucoup à l'hôpital. Maintenant, à l'hôpital de Strasbourg, qu'on appelle le Burgerspital, l'hôpital des bourgeois, c'était un hospice qui recueillait les bourgeois fortunés qui léguaient leurs terres, souvent, à condition qu'on s'occupe d'eux durant leur vieillesse. Donc les gens riches qui étaient seuls au monde, ou presque, allaient terminer leur vie tranquillement à l'hôpital sans être malades. Ils étaient pris en charge, mais bien sûr ils payaient leur écho, et ceci permettait de soigner les indigents. Vous voyez que c'était assez moral finalement. Et l'une des spécialités de l'hôpital de Strasbourg, ça a été justement de créer une cave qui existe toujours, une cave à partir du XIVe, XVe siècle, qui était extrêmement bien achalandée, à partir des vignobles qui appartenaient à l'hôpital et qui avaient été légués par toutes ces personnes qu'on avait recueillies pour leurs vieux jours. Et donc cette cave de Strasbourg était une cave absolument extraordinaire. Ici, vous avez une photo de la cave de Strasbourg aujourd'hui, puisqu'elle existe toujours, vous pouvez la visiter. Eh bien, cette cave de Strasbourg détient aujourd'hui encore un vin dont on dit qu'il remonte au XVe siècle. La personne qui s'occupe de cette cave, qui a maintenant pris sa retraite, qui était un de mes patients d'ailleurs, m'a fait l'honneur de goûter ce vin, qui était franchement mauvais. Mais, soi-disant, le général Leclerc avait goûté également ce vin, l'avait trouvé excellent. En fait, c'est un vin, bien sûr, qui date plus de 1480, comme on le prétendait, mais qui était progressivement allongé, de façon à ce qu'on compense l'évaporation. Toujours est-il qu'il y a un autre phénomène dont je ne vous ai pas parlé, et dont je vais vous parler un tout petit peu maintenant, un autre phénomène qui a beaucoup influencé le destin du vignoble et la pratique du vin. Cet autre événement, eh bien, c'est la Réforme. Vous savez que la Réforme a frappé Strasbourg de plein fouet en 1518, que la cathédrale est devenue protestante, et que la Réforme n'appréciait pas la messe, c'était le principe même de la... Et donc ce mystère du vin qui était le corps du Christ, n'était pas fait pour eux, et le côté spirituel du vin les énervait beaucoup. Et donc ils ont poussé pour qu'on consomme de la bière. Le vin était moins en grâce au moment de la Réforme.
Néanmoins, la cave de l'hôpital a échappé aux rigueurs de la réforme. Elle a également échappé à un grand incendie qui a détruit complètement l'hôpital de Strasbourg en 1716, parce qu'elle était en profondeur, donc elle a échappé à l'incendie, et cette cave est vraiment la cave originelle qui date du XIVe siècle. Ensuite, il y a eu un autre événement important à Strasbourg, c'est le siège de Strasbourg pendant la guerre de 1870. Et si je vous en parle, c'est parce que il y avait un chirurgien qui s'appelait Stolz et un autre qui s'appelait Gross, qui avait une salle de chirurgie où il récupérait les blessés de Froschwiller. C'est la bataille de Reichshoffen, comme on dit toujours, qui en fait avait lieu à Froschwiller. Il récupérait les blessés de là-bas. Il récupérait également les blessés de Strasbourg, parce que Strasbourg a été, entre guillemets, bombardé, si on peut utiliser ce terme. Et il les soignait. Et il s'était rendu compte que pour guérir plus rapidement les blessés, il fallait leur donner du vin. Et comme cet homme avait un esprit expérimental, il a comparé l'évolution des blessés dans deux salles différentes. Une salle où on servait du vin et une salle où on ne servait pas de vin. Eh bien, évidemment, la salle où on servait du vin, les blessés allaient beaucoup mieux. Et il en a conclu que le vin était thérapeutique. Toujours est-il que, vous voyez qu'à l'hôpital, on savait boire. Et moi, quand j'étais jeune interne, commencé l'internat il y a très longtemps, eh bien, nous avions encore le droit de prescrire un quart de bouteille de champagne aux mourants. Et c'est la pharmacie de l'hôpital qui délivrait le quart de bouteille de champagne aux mourants. Ça date de moi. Faites le calcul. Donc, ça a disparu, là, rassurez-vous. Alors, il y a aussi le vin des ouvriers, j'en ai dit un mot tout à l'heure. Le vin des ouvriers, c'était un vin sordide. J'ai cité Mulhouse, je vais reciter Mulhouse. Mulhouse était à l'époque considérée, d'un point de vue social, comme la ville qui avait la plus grande paupérité. Le paupérisme avait même valu une enquête de la part d'un médecin célèbre qui s'appelle le docteur Villermé, qui avait été dépêché par les autorités parisiennes pour faire une enquête à Mulhouse en 1840, pour essayer de comprendre ce qui se passait à Mulhouse, où en était la situation de ces malheureux ouvriers de l'industrie textile. Alors il faut dire que les gens travaillaient à peu près 14 à 15 heures par jour, que les enfants travaillaient à partir d'un l'âge de 6 ans, que ces gens vivaient dans des taudis, ils s'entassaient à une dizaine, je vous dis, il y avait des marchands de sommeil déjà à l'époque, hein, ils s'entassaient à une dizaine dans des pièces insalubres, il y avait une tuberculose, des épidémies de tuberculose absolument extraordinaires, et puis surtout, il y avait un alcoolisme majeur. Alors cet alcoolisme était possible parce que les ouvriers buvaient lorsqu'ils touchaient la paie. Ils touchaient leur paie tous les 15 jours, et donc pendant 2 à 3 jours, ils n'allaient pas travailler, mais ils buvaient. Ils étaient souvent ivres-morts, c'est la femme qui travaillait à leur place, et l'industriel attendait qu'ils reviennent, parce qu'ils revenaient toujours, ils avaient besoin d'argent. Ils buvaient bien sûr un vin qui était épouvantable, qui était très bon marché, et comme le vin était quand même assez cher, eh bien, ils se sont souvent rabattus sur la bière, parce que la bière était moins chère que le vin. Mais c'était un alcoolisme sordide, hein, de misère, qui a été à l'origine des premières cirrhoses. Vous savez, on parle toujours de la cirrhose d'ailleurs, comme maladie. Alors la cirrhose, on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui, Dieu merci, mais à l'époque, vous avez lu certainement Zola et l'Assommoir, hein. À l'époque, on avait 2 grandes maladies, la cirrhose qui galopait, parce que c'était des gens qui étaient mal nourris en plus, et d'autre part, on avait des démences, on avait des déliriums très minces, des choses absolument épouvantables, enfin des choses qu'on ne voit plus beaucoup aujourd'hui, encore une fois, Dieu merci, mais il n'empêche que ce vin rouge, c'était du rouge surtout, et cette bière faisait des ravages terribles. Donc ça, c'est le mauvais côté du vignoble, c'est le mauvais côté du vin. Il y a quand même des bons côtés que j'espère vous partager de temps en temps. Et on disait, par exemple, que le vin rouge mûrit et que le vin blanc ronge. Parce qu'effectivement, le vin rouge était le plus recherché, mais il était plus cher que le vin blanc, parmi cette population d'ouvriers. Et donc, ils se rabattaient vers le vin blanc, et puis ensuite, ils se rabattaient sur la bière. Donc, vous avez ici une image, en bas à droite, une image d'un taudis mulhousien, hein, ce qui était par un graveur qui s'appelle Engelmann. Puis vous avez aussi la boisson plus ou moins joyeuse des ouvriers en haut.
Donc vous voyez que le vin a de nombreux visages. Alors la bière. Eh bien la bière, la première trace de bière qu'on trouve en Alsace, c'est chez monsieur Arnold Servisarius, Servoise, qui a produit de la bière vers les années 1259 dans un endroit qu'on connaît encore aujourd'hui qui s'appelle l'impasse des Brasseurs. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Strasbourg, près du séminaire, la rue des Frères. Il y a une petite impasse qui s'appelle l'impasse des Brasseurs. C'est là qu'habitait ce monsieur. Alors évidemment, on appelait ça de la bière, mais ce n'était pas de la bière, c'était de la soupe. Hein. C'était mal filtré, c'était mal fermenté, c'était franchement pas bon, et ça n'avait pas beaucoup de succès. Et c'est pour ça que le vin a toujours pris le dessus sur la bière, jusqu'à ce que un édile strasbourgeois ait eu cette idée de faire venir des Allemands pour apprendre à faire de la bière. Et les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils ont apporté le houblon. Parce que vous savez que la bière, aujourd'hui, pour parler de bière, pour qu'on puisse parler de bière, d'un produit bière, il faut que ça contienne toujours du houblon. S'il n'y a pas de houblon dans un breuvage, c'est tout, même si c'est brassé de la même manière que la bière, c'est tout sauf de la bière, c'est notamment la cervoise, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, ce qui fait la caractéristique de la bière, c'est le houblon qui apporte cette amertume, qui a été d'ailleurs largement cultivé dans nos régions, et qui a même eu un certain succès auprès de certaines bières américaines. Et cette bière, finalement, a séduit le palais de nos compatriotes. Et peu à peu, il y a eu des brasseries qui se sont installées, des brasseries qui ont fait la bière à la manière allemande. Et ces brasseries, c'est évidemment pas des brasseries industrielles comme vous pouvez les imaginer aujourd'hui, hein. C'était pas la brasserie de Mutzig, par exemple, qui a disparu malheureusement, mais c'était des troquets, c'était des lieux de consommation. Parce qu'on ne pouvait boire la bière qu'à l'endroit où on la produisait. La bière ne se gardait pas. On ne connaissait pas la pasteurisation, on ne connaissait pas les bières de garde, on ne connaissait pas les techniques de fermentation et d'asepsie, on ne connaissait pas la glace non plus. Et bien tout ceci fait que à Strasbourg, il y avait environ 25 brasseries qui sont nées, et chacune produisait sa bière, et on ne pouvait boire cette bière qu'à l'endroit où on la produisait, comme je le disais. Et l'un des sports traditionnels, c'était de choisir la meilleure bière du jour. Et pour choisir la meilleure bière du jour, il fallait tester toutes les brasseries. Et donc les types qui avaient fini par tester toutes les brasseries, ils étaient un peu pompettes, et c'était toujours la meilleure brasserie qui avait la meilleure bière du jour, comme par hasard. Donc il y a eu aussi des brasseries, alors des brasseries au sens artisanal, aujourd'hui c'est des micro-brasseries comme on dit, donc ces brasseries, on va boire la bière sur place. Eh bien ces brasseries, certaines ont eu un certain renom, se sont développées, et par exemple vous avez ici, là, il y a un petit décalage, vous avez ici la brasserie du Canon, qui est place du Corbeau, et qui est la brasserie initiale des frères Hatz, pas des frères, mais de Hatz, le brasseur Hatz, qui a ensuite prospéré bien plus tard, avec une bière qui s'appelait la Tigre, et ensuite une bière qui s'appelait la Cronenbourg, vous avez connu ça. Eh bien, à l'origine, vous avez là, la bière, c'était au XVIIe siècle, vous avez ces bières-là. Puis vous avez des grandes familles protestantes, parce que ce sont les protestants qui se sont lancés dans l'industrie de la bière à partir du milieu du XIXe siècle. Et pourquoi est-ce qu'on a pu faire une industrie de la bière? Eh bien parce qu'on a appris à brasser la bière et surtout à la conserver. C'est-à-dire qu'on a pu avoir des bières de garde. Ces bières de garde se sont développées notamment dans la région de Strasbourg parce qu'on creusait des galeries dans les collines de l'Oss, c'est une espèce d'argile, côté de Königshofen, de Schiltigheim. On creusait des galeries assez profondes, de Cronenbourg, au fond desquelles on plaçait des pains de glace. Et ces pains de glace étaient fabriqués par une usine qu'on appelle les glacières, qui était dans le quartier de la Petite France. Ça existe encore, maintenant vous avez un hôtel de luxe qui est juste à côté. Hein. Mais vous avez des fabriques de glace, et donc la conjugaison du savoir-faire, du savoir brasser, et de la glace permettait d'avoir des bières de garde durant tout l'hiver. Et vous aviez comme ça de la bière qui était produite de façon industrielle à partir du mois d'octobre à peu près jusqu'au mois de mars.
Quand on vous parle de la bière de Mars, par exemple, aujourd'hui on a relancé cette notion de bière de Mars, c'est parce que c'était la dernière bière. Et comme c'était la dernière bière, le maître brasseur la traficotait un peu pour qu'elle soit différente, pour marquer le coup. Comme aujourd'hui, vous avez la bière de Noël. Eh bien, c'était une bière qui était disponible globalement d'octobre à mars-avril. Et ces fabriques de bière, dont vous avez des noms connus, hein, Gruber, Parc Gruber, aujourd'hui ça a disparu, Schützenberger, qui a vécu jusqu'à il y a une vingtaine d'années, aujourd'hui c'est disparu. D'ailleurs, Madame Schützenberger, qui était Madame Rina Müller, était la marraine de mon bouquin, Le buvard alsacien. C'est chez elle qu'on a fait le lancement de ce bouquin en 2004. Et malheureusement, cette brasserie a disparu. Adelshofen, puis bien d'autres, Mutzig, que j'ai cité tout à l'heure, à Colmar, la bière du pêcheur, vous aviez Fischer, toutes ces bières qui étaient connues, qui ont vécu jusqu'à il y a une vingtaine, trentaine d'années, qui ont été reprises en partie par Heineken, qui a fermé des tas de brasseries. Il y avait eu comme ça des quantités de brasseries en Alsace. On décomptait environ 1 millier de brasseries, petites brasseries, mais avec des capacités quand même assez conséquentes. En Alsace, jusqu'au territoire de Belfort. Vous savez que le territoire de Belfort était orinois à l'époque. Et par exemple, vous aviez à La Chapelle, quand vous allez sur la route du Sud, vous passez à La Chapelle, Rougemont, et bien, vous aviez la dernière brasserie alsacienne à La Chapelle. Donc, ces brasseries étaient tenues par des industriels qui ont fait fortune, hein, des grosses fortunes, et qui étaient majoritairement, non pas seulement exclusivement protestants. Pour la raison, je vous ai dit, symbolique que je vous ai dit, parce que les protestants buvaient du vin, mais ne le cultivaient très peu. Il y a très peu de viticulteurs protestants, aujourd'hui encore d'ailleurs. Donc vous voyez que la religion se mêle de tout. Et peu à peu, on a pu s'affronter le vin et la bière. Ce que j'ai appelé ici Gambrinus, vous voyez, qui est pas le patron, mais qui est le symbole de la bière, Bacchus, qui est la divinité de la bière, eh bien, apparemment, tous les opposent. La façon de produire, les personnes qui les produisent, les lieux où on les consomme, les Weinstube et puis les brasseries, les grosses brasseries aujourd'hui, l'esprit de bière qui est différent de l'esprit de vin. Les buveurs de bière sont des gens en général bien portants, un peu ventripotents, un peu braillards, jovial. Et alors que les buveurs de vin sont des gens plus, non pas tristes, mais plus sérieux. Et d'ailleurs, en général, on parle du vin, mais on ne parle pas de la bière. Il y a un discours autour du vin, mais il n'y a pas de discours autour de la bière. Ça commence, on essaye, mais ça prend difficilement, parce que la bière, c'est quelque chose qu'on boit rapidement, sans y faire attention. La bière, c'est une boisson de soif ailleurs qu'en Alsace, mais une boisson qui coule de source, dont on boit des quantités importantes, hein, à la manière des Allemands. Et donc cette façon d'opposer le vin et la bière ne tient pas bien en Alsace, où justement les Alsaciens consomment les deux, sauf les viticulteurs évidemment. J'ai soigné comme ça un viticulteur qui m'a dit « Docteur, la bière, c'est pour les morts. » Et j'avais un autre patient qui disait « Docteur, météore jusqu'à la mort. » C'est vrai, hein. C'est comme quoi. Alors, il n'y a pas que la bière, il n'y a pas que le vin. Il y a aussi d'autres boissons. Il y en a une, bien sûr, que vous connaissez, qui est le schnapps, hein, les eaux de vie. Alors, les Alsaciens sont des grands experts en eau de vie, hein, ils distillent tout ce qu'ils peuvent. Il y a toujours dans les vergers, il y a toujours un fût qui est prêt à accueillir des fruits et un petit peu de blé. Et puis quand ils ne le sont pas assez, on s'arrange pour qu'ils le deviennent. Hein, on les laisse un petit peu surmûrir. Et il y a comme ça des grandes spécialités. Il y a la Miramel, il y a surtout le kirsch. Et puis il y a le Trauveras, c'est-à-dire le marc de raisin. Et puis il y a une véritable passion pour cette distillation qui est assez ancienne, hein, puisque déjà au Moyen-Âge, on savait faire dans nos régions, à tel point que
un chroniqueur qui s'appelle Clément de Lule, hein, qui date du XIVe siècle, et disait que finalement, l'eau de vie, c'est formidable, mais que durant l'Antiquité, on ne connaissait pas l'eau de vie. Les Grecs, les Romains ne connaissaient pas l'eau de vie. Pourquoi? Eh bien parce que la race humaine était alors trop jeune pour avoir besoin de ce breuvage destiné à ranimer les énergies à notre temps de décrépitude. C'est mignon. En tout cas, l'Alsacien est un grand consommateur d'alambic et un grand consommateur d'eau de vie. L'un va avec l'autre, évidemment. Là, encore une fois, l'État s'en est mêlé et a imposé lourdement la fabrication, puis ensuite a réduit, parce que c'était à l'origine d'un alcoolisme assez important. Et ensuite, je vais citer un souvenir personnel. Hein. Quand j'étais étudiant en médecine, avant d'être interne, j'ai fait un stage à l'hôpital de Mulhouse. J'étais en 2e année de médecine, et puis l'interne du service m'a dit « T'as qu'à faire l'observation ». Je n'avais jamais fait d'observation. J'ai dit « Je fais quoi ?» Tu lui poses des questions. Alors, première question que je lui ai posée, c'est « Est-ce que vous avez déjà été malade ?» Jamais. D'accord. Deuxième question que je lui ai posée, et là, vous êtes là pourquoi? Je ne suis pas malade. Je lui ai dit, enfin, vous êtes hospitalisé. Alors cet homme avait une cirrhose, figurez-vous, avec un énorme ventre plein d'acide. Et l'interne m'a dit, alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, il va bien, il m'a dit que, bref. Tu lui as demandé ce qu'il boit? J'ai dit non. Demande-lui ce qu'il boit. Alors je lui ai demandé ce qu'il buvait, c'était un paysan du Sundgau. Je ne sais pas si vous connaissez le Sundgau, vous qui êtes dans le nord, le Grand Nord. Là. Le Sundgau, c'est le fond du fond de l'Alsace. Hein. C'est une région de vergers, c'est une région de collines. C'est très joli, d'ailleurs, je vous encourage à faire un petit saut. C'est au sud de Mulhouse, c'est entre Ferrette et Mulhouse, du côté d'Alkirch. Et alors, ces gens ont une consommation d'eau de vie absolument effrénée. Et donc ce gars m'a expliqué qu'il buvait 1 litre de schnapps par jour. Moi, dans ma famille, on buvait du schnapps, petite goutte comme ça de temps en temps. J'avais un grand-père qui se mettait du schnapps sur les mains et qui se mettait du schnapps sur le thorax avant d'aller se coucher. Et puis qui mettait du schnapps dans son café. Moi, c'était ça l'usage du schnapps. Et donc là, quand ce type m'a dit qu'il buvait 1 litre de schnapps par jour, j'ai mis en doute sa parole. Il s'est fâché. Et depuis, j'ai appris qu'effectivement, c'était des pratiques qui étaient assez répandues dans le Grand Sud et dans le Grand Nord de l'Alsace. Et vous savez qu'il y a un personnage politique ici, gaulliste, qui a été député pendant très longtemps, une bonne vingtaine d'années, qui a bâti sa carrière politique sur la défense des bouilleurs de cru. M. Grussenmeyer, on ne dit peut-être rien. Mais c'était assez impressionnant. Lui-même, d'ailleurs, n'était certainement pas complètement abstinent. Toujours est-il que ce schnapps a pris une importance absolument extraordinaire. C'était devenu un liant nécessaire. Et on ne pouvait pas recevoir quelqu'un sans lui proposer ce qu'on appelle dans les Vosges la goutte. Et là encore, je peux vous donner des exemples personnels. Quand j'étais de garde comme interne, il y a des gens qui venaient à l'hôpital se faire soigner en urgence avec une bouteille de goutte ou une bouteille de schnapps. Et ils la remettaient à l'interne de garde pour être mieux soignés. C'est extraordinaire, non? Donc ces pratiques ont bien sûr disparu. Les facteurs, par exemple, les facteurs ne tenaient pas très longtemps parce que la tournée, c'était, chaque fois qu'ils apportaient un courrier, il n'y avait pas beaucoup de courrier à l'époque, mais enfin, chaque fois qu'ils apportaient un courrier, c'était la goutte, c'était obligatoire. Donc ce lien social était en même temps quelque chose qui posait parfois des problèmes parce qu'on avait tendance à en abuser. Et une autre boisson encore qui est assez emblématique de l'Alsace, c'est le café au lait. Alors, moi j'appelle ça dans ma région le Milchkaffee. Et je ne sais pas, vous appelez comment chez vous? Milchkaffee, ben voilà, vous vous rendez compte des formes. Donc le Milchkaffee. Alors cette boisson est assez particulière parce que s'il y a deux boissons qui ne font pas bon ménage, c'est bien le café et le lait. En tout cas, le mélange pratiquement à part égale du café et du lait. Et alors ces gens prenaient ça comme aliment. C'est-à-dire que c'était une boisson nourricière. C'était la boisson du soir. Et on pratiquait ce qu'on appelait le Ingebrockt chez vous dans le nord et le Inkpot chez moi dans le sud. Et ça encore, je vais encore citer un exemple personnel. Quand j'ai eu les premiers remplacements que j'ai fait dans la campagne marinoise, j'ai été frappé quand j'allais faire des visites à domicile vers 18h, 18h30. Tout le monde était au même régime. Tous les petits vieux que j'allais voir étaient en train de prendre du café au lait.
sa réputation d'être indigeste, à juste titre d'ailleurs. Et c'est juste pour la... C'est une boisson qui moi, m'a toujours amusé, puisque c'est une boisson de métissage. On parle beaucoup des métis aujourd'hui, hein, le grand emplacement. Et bien là, c'est une boisson de métissage, en mettant ensemble deux boissons qui sont assez inconciliables, qui étaient nourricières, et qui étaient devenues des boissons vraiment traditionnelles de la campagne, et de la ville d'ailleurs aussi, hein, jusque dans les années 1960-70. Je suis sûr que dans cette assemblée, vous avez des parents qui sacrifiaient au rite du, pour les plus anciens d'entre vous, qui sacrifiaient au rite du Milchkaffee. Et puis, l'Alsace est aussi une région où il y a beaucoup d'eau. Vous savez qu'aujourd'hui, on commercialise de l'eau d'Alsace, que ce soit Wattwiller, soit la Celtique de Niederbronn, la Sulzmatt, la Nessel, la Carola, j'en passe, et des meilleurs. Mais au départ, et la Wattwiller, oui. Et au départ, eh bien, ces eaux étaient des eaux de source minérale, c'est-à-dire qui étaient en principe à vocation médicale. C'était des eaux thérapeutiques. Et d'ailleurs, sur les bouteilles de certaines eaux, aujourd'hui encore, vous avez eau minérale approuvée par la loi de 1860, etc. Donc c'était thérapeutique. Un Alsacien digne de ce nom ne boit pas d'eau sans raison. Et curieusement d'ailleurs, on allait prendre les eaux. Toutes ces eaux que je vous cite, on ne les buvait pas. Bon, là, on buvait de l'eau du robinet, quand il y avait l'appartement, il y avait du robinet, on buvait des eaux qui étaient assez douteuses, des eaux de source assez douteuses, mais autrement, toutes ces eaux connues, on allait les boire sur place, ou on remplissait des bidons sur place, mais on ne les commercialisait pas parce qu'on disait qu'elles perdaient toute leur vertu médicale dans le transport. Et on faisait venir, du temps des Allemands, des eaux du nord de l'Allemagne, enfin pas du nord, de Forêt-Noire, la Petersbach, je crois que c'est comme ça s'appelle. Wiesbach, Petersbach, Celle, c'est beaucoup plus loin, mais on faisait venir des eaux, et celles-là on les consommait, les Allemands les faisaient venir. Et par contre, les Alsaciens ne consommaient pas leurs eaux, ils allaient sur place, mais ils ne consommaient pas leurs eaux, par exemple en ville. Ce n'est que dans les années 50 qu'il y a eu un commerce de ces eaux minérales et que les gens se sont mis à boire des eaux minérales. Aujourd'hui, vous savez que l'eau du robinet est parfaitement potable, mais il y a une certaine désinfection par rapport à cette eau du robinet. Les gens préfèrent acheter des eaux en bouteilles plastiques si possible. Alors, boire, c'est un geste, c'est un credo, c'est quelque chose qui va au-delà de simplement l'hydratation. En médecine, il faut absolument, pour la santé, il faut absolument boire 1,5 litre par jour, en sachant que dans ce litre et demi, les aliments apportent à peu près 500 millilitres, 1 demi-litre. Donc il faut boire, que ce soit du lait, du café, éventuellement de l'eau, et éventuellement encore de la bière ou des boissons alcoolisées autres. Mais boire, c'est aussi une façon d'être, c'est aussi une façon de se poser dans la vie. Et c'est pour ça que j'ai fait ici une plaque avec les mots du boire. Autour de la boisson, il y a eu des quantités de mots qui se sont mis en place. Le premier étant le vin et le vie. Je le mets parce que c'est la ligne isoglosse, c'est là où il y a le Landgraben entre Sélestat et Colmar, cette fameuse séparation entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Vous, c'est le vie, chez moi, chez vous, c'est le vin, chez moi, c'est le vie. Hein. C'est comme ça. Eh bien, il y a une chose qu'on partage par contre, ce sont des expressions. Alors j'en ai mis quelques-unes, mais il y a des quantités d'autres. Par exemple, les vins qui sont mauvais, on les appelle des Rohrputzer, des puperies, ou encore des Felsensprenger, des Holzspalter. C'est assez amusant. Il y a comme ça, j'ai colligé une 50aine de noms différents pour désigner des vins de mauvaise qualité. Et puis aussi des amateurs de Scheppeler. Scheppeler, vous savez ce que c'est le vin. Et les Seidel, c'est le bock. Hein. Alors en Alsace, on est relativement modeste. D'ailleurs, on boit en général des bocks de 25 centilitres. On est minable. Hein. Moi, j'ai une fille qui vit à Munich. Je veux dire, c'est assez terrible, hein, les femmes. Toujours le mas c'est 1 litre minimum, mais ils n'en boivent pas une, hein, ils en boivent plusieurs. C'est assez impressionnant. Ben là, en Alsace, on est quand même relativement modéré, on boit en général 2 bocks, pas plus. Alors il y a différentes façons de boire les bocks d'ailleurs. Dans le Haut-Rhin, on boit à la Suisse. Les vieux buvaient à la Suisse, c'est-à-dire qu'ils prenaient
de la bière dans un bain-marie. C'était pas un bain-marie à 100 degrés, mais il réchauffait la bière. Ça paraît complètement aberrant ici. Ça, c'était une manière baloise de boire. Et donc à Mulhouse, par exemple, certains vieux buvaient encore de la bière trempée dans un boc, ils jouaient aux cartes, et buvaient l'après-midi 2 à 3 bocs de 25 centilitres. Alors vous voyez qu'il y a aussi des expressions. Hein. Alors je ne vais pas vous les dire en alsacien parce que je ne suis pas très dialectophone. Quel entrain il a dans le gosier? S'il avait le même en travaillant, il serait le plus riche des paysans. Ou encore, il préfère un litre de vin au coup de pied d'un âne. Hein. Un litre de vin, ça traite de foumonner. Etc., etc. Il y en a comme ça des quantités. Hein. Tout ceci pour vous dire que le buveur alsacien est vraiment un personnage tout à fait typé, qu'il est œcuménique, qui boit du vin et de la bière, qui ne dédaigne pas l'eau de vie, qui sacrifie à des boissons curieuses comme le café au lait, exceptionnellement à l'eau. Et d'une façon générale, ce buveur alsacien est un buveur impénitent. Il boit en toute occasion, il se crée des occasions. Il boit à table, mais il boit aussi entre les repas. Et puis il boit le soir. Les Stammtisch, par exemple, qui ont été remis un petit peu au goût du jour, eh bien les Stammtisch, vous avez deux types de Stammtisch. Vous avez les Stammtisch des buveurs de vin, qui étaient des gens sérieux, des notables, et les Stammtisch des buveurs de bière, qui étaient des gens un peu plus libres, un peu plus joyeux, comme je disais tout à l'heure. Toujours est-il qu'en Alsace, je répète, on a cette opportunité de produire l'un et l'autre des breuvages, et de boire l'un et l'autre des breuvages. Vous avez de tout. Vous avez les bons buveurs des mauvais buveurs, vous avez les bons vins des mauvais vins, les bières sont en général toutes bonnes. Toujours est-il que boire en Alsace fait partie de la vie, comme partout ailleurs, mais peut-être encore un peu plus qu'ailleurs. Et si on vous a parlé du mangeur, des ripailles du XVe siècle, du XVIe siècle, de la Renaissance, avec M. Bischoff, eh bien je pense qu'il a certainement dû vous parler aussi des boissons, parce que c'était indissociable. L'Alsacien est un bon mangeur, un gros mangeur, c'est un bon buveur, c'est un gros buveur. Et moi, en tant que médecin, je voudrais juste plaider pour une toute petite ouverture, pas du tout pour gâcher votre plaisir, mais boire, c'est un plaisir, mais il y a un bien boire comme il y a un bien manger. Aujourd'hui, c'est marrant parce que la semaine prochaine, je suis invité pour faire un topo à Lille, aux Journées francophones de nutrition, sur les vertus thérapeutiques du vin. Alors c'est pas un discours machin, c'est scientifique là, cette fois-ci, hein, c'est basé sur l'épidémiologie. Et bien aujourd'hui, il y a un discours autour des boissons alcoolisées, que ce soit le vin, la bière, ou même les spiritueux. Quand vous buvez modérément et régulièrement, alors modérément, c'est environ 10 grammes par jour. 10 grammes par jour, c'est pas grand-chose, c'est un verre. Hein. Soit un verre de bière, un verre de vin, un verre de whisky. Et donc, si vous buvez modérément et régulièrement, eh bien, vous avez une moindre mortalité, vous avez moins d'infarctus de myocarde, vous avez moins de diabète, aussi curieux que ça puisse paraître, et ça tient la route depuis 30 ans. On a mis ça en évidence il y a une trentaine d'années. Depuis, il y a des tas de gens, notamment des ligues anti-alcooliques, qui essaient de dire mais c'est du pipeau, c'est vraiment quelque chose. Et bien non, ça tient la route. Sauf que le problème, c'est de boire modérément. Or, les buveurs ne boivent pas modérément. C'est tout le problème. Ceci dit, une nuance d'espoir quand même, ou lueur d'espoir. Les cirrhoses dont on parlait, les démences alcooliques dont on parlait, sont en chute libre. Là encore, le Français moyen qui buvait, il n'y a pas très longtemps, environ 80 litres d'alcool par an, n'en boit plus que péniblement une trentaine. D'alcool, hein, j'entends. Donc il y a quand même une baisse qui est tout à fait considérable. Le problème, par contre, c'est le mal-boire des jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, se réunissent pour boire jusqu'à l'ivresse. Ça fait partie de leur deal. Quand on fait la fête, on va jusqu'au bout. On ne boit rien durant toute la semaine, c'est un peu à l'anglo-saxonne, mais le vendredi soir ou le samedi soir, on met le paquet. Et ça, évidemment, c'est un autre problème, puisqu'on a un certain nombre d'ivresses aiguës qui peuvent être dramatiques. On a aussi beaucoup d'accidents liés à ça. Et ça, c'est pas non plus un boire qu'il faut souhaiter. Alors ces gens-là, peut-être qu'ils boivent 10 grammes par jour, mais l'ennui, c'est qu'ils boivent en général 80 grammes en une soirée.
Voilà, écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir été patient, de m'avoir écouté. Je ne suis pas historien, je vous l'ai dit, vous l'avez compris d'ailleurs en m'écoutant. Et je suis prêt à répondre à quelques questions s'il y a lieu. J'ai encore trouvé 3 bouquins du livre alsacien, si ça intéresse quelqu'un. Ils sont à votre disposition. 25 €. 20 €, non, pas 25, 20 €, voilà. Et ça, c'est un Belge qui a écrit. Bien connu. Philippe Guéluc. Quand le vin est tiré, il faut le boire, et quand le vin est bu, il faut se tirer. Voilà, bonne soirée. Si vous avez des questions, je ne sais pas, c'est des questions d'habitude. Oui, il y en aura toujours. Merci. Merci beaucoup pour ce formidable voyage dans notre histoire. Ça va amener une introspection pour beaucoup d'entre nous. On va comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. J'ai également une collection de souvenirs personnels en tant que médecin, notamment pendant mes remplacements en médecine générale. Ce qui m'avait frappé, c'est que lorsque j'ai remplacé dans la région de Molsheim, dans la vallée de la Bruche et du côté de Lembach, pendant les gardes du week-end, 50% de l'activité, c'était l'alcoolisme. 50%. Alors que maintenant, ça a considérablement régressé. D'autres souvenirs personnels, dans ma famille, ma grand-mère, mes tantes, quand j'étais jeune et que je n'allais pas bien, pour me soigner, lorsque je récupérais, on me disait qu'il faut boire un Air-Cognac. Alors ça, c'est quelque chose qui paraît aussi tout à fait... Oui, c'est très particulier. Très particulier. Le Nusswasser et le Air-Cognac, ce sont les 2 meilleurs médicaments. Ouais. Et on donnait ça aux jeunes enfants. Hein. On donnait ça aux jeunes enfants. Et alors, je vous ai parlé du Sungo, vous parlez des jeunes enfants. Dans le Sungo, et c'est une histoire vraie, dans le Sungo, on mettait de l'alcool dans le biberon. Comme ça, on avait la paix. On allait travailler au champ sans aucun problème. Pas de mauvaise surprise, les gamins, ils étaient tranquilles, hein, ils étaient pétés. Encore un souvenir personnel, quand j'étais gamin, j'étais au colonie de vacances à Meurnac. Meurnac, c'est à côté de Ferrette, hein, c'est au fin fond, encore une fois. Et alors on nous a dit qu'il faut aller faire la quête pour je ne sais plus quelle bonne cause. Et donc, avec un copain, on est allé, par groupe, comme ça, 2 par 2, on est allé sonner aux portes des gens de Meurnac, de Kostlar, de Durlingsoft, c'était les patelins qui étaient autour. Chaque fois, enfin pas chaque fois, mais une fois sur 2, on nous donnait quelque chose et on nous proposait la goutte. Et on avait 12 ans. C'était dans les mœurs. Pour ma part, j'ai relu dans le détail Le Buveur alsacien. Je peux vous dire que profitez-en, achetez-le parce que ça devient un collector. Ça devient un collector, il y en a 3 disponibles et c'est vraiment un livre qui est bien écrit, facile à lire, très intéressant, qui fourmille de détails. C'est vraiment quelque chose qu'un amateur d'alsatique et un amateur d'histoire en général doit avoir dans sa bibliothèque. Je vous rassure, je ne fais pas la promotion du conférencier, mais vraiment c'est un livre qui, moi, m'a occasionné beaucoup de plaisir. Maintenant, on va peut-être passer aux questions. Je vais peut-être passer dans la salle, vous passez le micro. Est-ce qu'il y a des questions? Alors vous parliez des vins, de l'alcool, mais effectivement, les abbayes, beaucoup d'abbayes faisaient aussi des élixirs qui sont des boissons alcoolisées thérapeutiques, à visée thérapeutique. Et quand on a mal, je pense l'élixir du suédois, je prends de l'abbé le liqueur de jouvence, de l'abbé souris. Effectivement, on peut dire que l'alcool, la chartreuse. Oui, non, mais bien sûr, il y a comme ça des connotations médicales autour des boissons alcoolisées. Hein. Le bon Alsacien ne se couchait pas sans se frictionner en période de frimas. À l'époque, les chambres n'étaient pas chauffées. Hein. Et donc, quand il allait se coucher, il se frictionnait avec de l'alcool, hein, du schnapps, du prendra, de la mauvaise eau de vie, parce que la bonne eau de vie, on la gardait pour la boire. On se soignait avec ça. Hein. On était les bonnes familles alsaciennes, le Ayer-Cognac dont vous parliez, mais faisait mûrir, parce que le Nusswasser faisait mûrir ça avec du brou de noix et du cognac, ou de l'eau de vie. Il le posait devant la fenêtre, et les derniers rayons du soleil étaient censés vivifier cet élixir, comme vous dites, hein, pour lui donner des vertus thérapeutiques. On soignait avec ça.
D'ailleurs, aujourd'hui encore, le grog. Qu'est-ce que c'est d'autre? Donc l'alcool a des vertus thérapeutiques populaires, qui ne sont malheureusement pas vérifiées par les faits. C'est-à-dire quand on contrôle, quand on essaie de faire des études un peu contrôlées, ça marche pas. Mais ça fait du bien, hein. Alors sur le plan de la glycémie, l'alcool, les vins ne contiennent pas de sucre, sauf les vins sucrés, bien sûr. Mais autrement, tu peux boire sans problème. Hein. Non, mais je veux dire par là que c'est vrai que... Oui, alors justement, c'est là où je veux en venir. La bière, c'est de l'orge maltais. L'orge maltais, c'est une céréale. Donc, ça contient quelque chose qui fait monter un petit peu la glycémie, le taux de sucre dans le sang. Par contre, le vin, qui est plus calorique que la bière, contrairement à ce qu'on croit, il n'y a rien d'autre que de l'alcool. Les calories du vin, c'est l'alcool. Et l'alcool, ça ne fait pas monter la glycémie. Par contre, si on boit trop d'alcool, ça fait baisser la glycémie. Et par exemple, les gens qui sont diabétiques, qui se soignent à l'insuline, sont des gens qui peuvent faire des hypoglycémies quand ils boivent trop d'alcool. Alors qu'il n'y a pas d'augmentation de la glycémie avec l'alcool. Mais il y a l'augmentation de l'alcoolémie, par contre. Hein. Autre question? Moi j'aurais encore une question, mais alors adressée au nutritionniste. Pardon, il y a une question avant. Vous avez parlé du bien manger, du bien boire, mais on peut aussi incorporer du vin ou de l'alcool dans le manger. Donc en Alsace, on fait beaucoup le bécoff. Oui, d'accord. Maintenant, j'ai une réponse très simple. Quand vous faites cuire, entre guillemets, quand vous faites chauffer du vin ou de l'alcool, il s'évapore. Donc vous aurez le goût, éventuellement, de la boisson alcoolisée, mais vous n'aurez plus l'alcool. C'est l'éternel problème qui était posé notamment dans les hôpitaux. Les cuistots de l'hôpital me demandaient « Mais est-ce qu'on peut utiliser le vin ?» J'ai dit « Oui, bien sûr, on peut l'utiliser. » Mais l'économe disait « Non, non, pas question !» Parce qu'ils vont le... Oui, la question nutritionniste, c'est le rapport à l'alcool entre les sexes. Est-ce qu'il y a une égalité dans le rapport à l'alcool? Est-ce que l'alcool a le même effet chez un homme et chez une femme? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai du mal à en parler, puisqu'aujourd'hui, vous savez bien que l'homme et la femme, c'est du pareil au même. Alors non, pas tout à fait. Quand j'ai dit tout à l'heure que le bien boire, pour l'épidémiologiste, pour le nutritionniste, c'est 10 grammes par jour, c'est un verre de vin, ou de bière, ou de whisky, parce que c'est toujours 10 grammes d'alcool, eh bien, très officiellement, c'est 20 grammes chez l'homme et 10 grammes chez la femme. Alors, il y a des interdits. Il y a 2 grands interdits, ou 3 grands interdits. Le premier, c'est les enfants et les adolescents. Les adolescents n'écoutent pas beaucoup. C'est les femmes enceintes. Alors là, l'alcool est mutagène, même à faible dose. L'alcool peut être mutagène, ça peut entraîner des malformations. Alors, je ne parle pas des alcoolismes pour la grossesse, c'est catastrophique, bien sûr. Mais même le simple fait de boire de façon, je dirais, courante, ordinaire au cours de la grossesse, peut être à l'origine de malformations. Et puis la troisième raison où l'alcool est interdit, c'est les gens qui étaient alcooliques et qui sont repentis. Parce que l'alcool est une drogue, c'est quelque chose qui est addictif chez certaines personnes, et donc il suffit d'y retourner une fois pour qu'on replonge, souvent. Pas toujours, mais souvent. D'autres questions? Non. Ben, écoutez, je crois que... Oups là. Peut-être Molsheim, on se couche tôt. Bonne soirée. Alors, pour remercier le conférencier, 2 choses. D'abord, le livre dont on a parlé tout à l'heure, Les procès de sorcellerie dans la région de Molsheim, au XVIe et au XVIIe siècle. Et évidemment, du vin d'Alsace. Du vin de Molsheim. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Je sais pas, mais... Pensez à nous, j'espère que vous aurez une petite pensée pour nous. J'ai des occasions. Merci beaucoup. Donc, bravo encore, merci d'applaudir le conférencier. Je voudrais vous donner quelques indications sur nos activités futures. Donc, il y aura une conférence début décembre, je crois que c'est le 4. Le 3 décembre, Madame Lanfranchi-Potcher viendra nous parler de la façon où toujours dans le cadre de l'art de vivre en Alsace, viendra nous parler de la façon où l'Alsace s'est représentée
en dehors de l'Alsace au moment du Reichsland. C'est-à-dire comment les Alsaciens se sont montrés, folklore, habillement, tradition, construction de maisons, dans les grandes expositions mondiales, avec en particulier Spinder. Et l'exposition dont on parlera surtout, c'est l'exposition qui a eu lieu à Nancy à la fin du 19e siècle. C'est d'ailleurs le thème d'une exposition qui va avoir lieu au musée alsacien dans les prochains jours, musée alsacien qu'on ira visiter au courant du mois de janvier. Le premier cycle de l'année 2022 sera consacré, et notre conférencier en a parlé un petit peu tout à l'heure, à la guerre de 1870-1871. On parlera de 4 choses. D'abord, il y aura une conférence introductive avec l'explication de la victoire très rapide des Allemands et les grandes batailles qui ont eu lieu à Fröschwiller, Wörth, etc. La conférence sera faite par M. Claude Müller, qui est bien connu, qui d'ailleurs est aussi un spécialiste de l'histoire du vin. La deuxième conférence sera le bombardement de Strasbourg, le siège de Strasbourg, et c'est Georges Bischoff qui viendra nous en parler. C'est en fait la première bataille, le premier siège qui a été médiatisé dans le monde entier. Il y avait des journalistes français, allemands, de l'Europe et du monde entier qui étaient présents à proximité de Strasbourg pour parler du bombardement et décrire quotidiennement, très rapide, très longtemps, le bombardement. Vous savez qu'à cette occasion, le Hortus Deliciarum, qui est ce magnifique incunable qui était à la Chartreuse, a malheureusement brûlé. La troisième conférence sera consacrée à la couronne de fort autour de Strasbourg. C'est les Allemands qui ont réagi pour essayer de protéger Strasbourg. Prolongement ensuite, lorsque la stratégie militaire a changé vers le fort de Mutzig, et c'est Bernard Rohr, le président du fort de Mutzig, qui viendra nous parler de ça. Et la quatrième conférence aura comme thème les batailles de la mémoire. Vous savez que très rapidement, après la guerre de 70, il y a eu des constructions de monuments funéraires qui ont été considérés différemment par les Allemands qui occupaient l'Alsace et par les Français. Les commémorations ont donné lieu à beaucoup de batailles. Il y a des amicales d'Alsaciens qui étaient partis, qui ont été créées dans le monde entier. Ça, c'est un monsieur qui s'appelle monsieur Philippe Tomasetti qui viendra nous en parler. Et bien évidemment, au courant du mois d'avril, quand il fera un peu moins froid, on ira sur les sites de Wörth, Fröschwiller pour visiter les champs de bataille. Au courant du deuxième semestre, on essayera de rattraper les conférences qu'on n'a pas encore faites, qu'on n'a pas pu faire à cause du Covid, notamment dans la série Apprendre et enseigner, où on a encore 2 ou 3 conférences à faire, celle de M. Mathieu Arnold sur le lycée Sturm, et il y a aussi une conférence que devait faire M. Chanté sur l'évolution de l'éducation en Alsace dans les dernières années, avec évidemment la prolongation et les conséquences récentes du Covid, de la Covid, sur le téléenseignement, sur la façon dont les jeunes appréhendaient l'enseignement et cette période, etc. Donc voilà, beaucoup de choses très très intéressantes. Pour clôturer la soirée, puisqu'on a parlé du buveur alsacien, on va innover, puisqu'on a quelques difficultés à organiser des vins d'honneur ici. Donc vous avez tous eu à l'entrée un petit ruban qui vous permet d'aller au bar, et avec ce ruban, le remettant, vous avez droit à soit un verre de vin, soit un verre de bière, soit à une boisson non alcoolisée, sans cocktail évidemment. Donc allez-y, n'hésitez pas, c'est aux frais de la Société d'Histoire, c'est avec grand plaisir, et à très bientôt. N'oubliez pas de vous inscrire rapidement pour les prochaines conférences, ça nous facilite beaucoup le choix de la salle. Merci beaucoup, bonne soirée.